Dans cette nouvelle séquence, je vais surtout parler des difficultés rencontrées lors de la résolution d'un exercice de génétique chez les diploïdes, où on s'intéresse à la transmission de deux gènes, c'est le dihybridisme. Alors je rappelle que dans le programme de la terminale, on a étudié la transmission de deux gènes autosomaux représentés chacun par un couple d'allèles contrôlant un caractère héréditaire. On rappelle aussi que dans le cas d'un monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un couple d'allèles, un individu diploïde peut posséder deux allèles identiques d'un même gène et qualifié d'un individu homozygote. Par contre, s'il possède deux allèles différents de ce gène, il est qualifié d'hétérozygote ou hybride, appartenant à une des générations dites F1, issue d'un croisement de deux parents homozygotes et qui diffèrent par ce caractère. Le phénotype de cet individu nous permet de déterminer la relation entre les allèles de ce gène. Si son phénotype est de type parental, on est dans le cas de dominance absolue d'un allèle dominant sur un allèle récessif. Si son phénotype est novo, et on est dans les cas de codominance ou une dominance partielle entre les deux allèles. On peut déterminer la relation allélique d'un gène à partir d'un autre type de croisement. Je commence par le monohybridisme. Le résultat peut être soit une F2 issue de croisement de deux hybrides de la génération F1, formée de deux phénotypes dont les proportions sont 3 quarts, 1 quart, 3 quarts de phénotype dominant et 1 quart de phénotype récessif. Et là, à partir de ces proportions, on peut déterminer le cas de dominance absolue. Soit aussi une F2 qui va nous donner 3 phénotypes. Et là, les proportions de ces 3 phénotypes vont être un demi de phénotype intermédiaire, c'est un nouveau phénotype, un quart de phénotype parental P1 et un quart de phénotype parental P2. Et là aussi, on va déterminer qu'il s'agit donc d'une relation, mais qui va être une codominance. Un autre type de croisement, là, ça sera une descendance d'un test cross, où on a croisé un hybride avec un récessif qui va donner deux phénotypes avec un demi de phénotype dominant et un demi de phénotype récessif. Et là aussi, à partir de ce résultat, on peut déterminer la relation entre les allèles. Puisqu'on a trouvé un demi et un demi, on a déterminé qu'il s'agit d'un cas de dominance absolue. À partir des résultats du monohybridisme, et si maintenant on considère parallèlement la transmission de deux gènes autosomaux, une nouvelle situation de réflexion se pose qui est la localisation de ces deux gènes. Pour résoudre ce point, le choix du croisement doit fournir une descendance hétérogène constituée de phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés. Les phénotypes recombinés résultent de l'expression des associations alléliques apportées par les gamètes recombinés produits par un parent qui doit être double hétérozygote. Ce double hétérozygote produit grâce à la méiose 4 types de gamètes dont les proportions diffèrent selon le type de brassage. En effet, dans le cas d'un brassage interchromosomique qui concerne deux gènes indépendants, les 4 gamètes obtenus sont équiprobables qui s'explique par une disjonction indépendante des allèles au cours de l'anaphase 1. Et dans le cas d'un brassage intrachromosomique qui concerne deux gènes dépendants, partiellement, les 4 gamètes obtenus présentent des proportions de type 1-P parentaux et P recombinés, où on pose P un pourcentage de recombinés et qui dépend de la distance qui sépare les deux gènes sur la chromatide. On rappelle certains résultats de croisement étudiés en classe. Dans notre cas, si on va parler d'un dihybridisme, pour déterminer la localisation des deux gènes étudiés, on doit choisir un type de croisement. Ce type de croisement va fournir une descendance hétérogène
Et cette descendance hétérogène peut comporter uniquement des phénotypes parentaux, donc c'est 100%, et par conséquent, le pourcentage P de recombinaison égale à 0. Il s'agit d'une liaison totale. Et cette liaison totale, pour nous, elle est représentée, par exemple en classe, vous avez vu, les exemples de croisement qui vont donner une génération F2. Cette génération F2, si elle comporte deux phénotypes avec les proportions 3 quarts, 1 quart, et dans ce cas, vous avez les parents purs qui sont croisés au début, qui vont donner les individus double hybride de la F1 sont l'un présentant les phénotypes dominants, donc les allèles dominants pour les deux gènes, et l'autre un double récessif. Un autre type de croisement peut donner, toujours avec la même génération F2, 3 phénotypes et les proportions un demi de phénotype dominant et un quart de phénotype parental et un quart de phénotype parental. Et ceci lorsque les parents purs qui sont croisés vont être l'un présentant un allèle dominant pour un gène et l'allèle récessif pour le deuxième gène. Maintenant, cette descendance aussi, elle peut être hétérogène, mais elle comporte obligatoirement des phénotypes recombinés. Et c'est le cas qui nous intéresse, puisque j'ai mentionné au début de la séquence, pour pouvoir préciser selon, normalement, le pourcentage de recombinés, si les deux gènes étudiés sont indépendants ou sont liés partiellement. Dans le cas du dihybridisme, vous avez vu que dans le cas d'une dominance absolue pour les deux couples d'allèles, un croisement qui est représenté par un double hétérozygote de la F1 avec un double hétérozygote de la F1, c'est-à-dire une F2, qui va comporter une génération hétérogène qui comporte des proportions donc phénotypiques 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, et ceci dans le cas de deux gènes indépendants. Par contre, un deuxième croisement où un double hétérozygote va être croisé avec un double homozygote récessif, il s'agit d'un cas de test cross. Le résultat nous donne une descendance constituée par 4 phénotypes équiprobables. Et là, nous avons tiré une conclusion qu'il s'agit de deux gènes indépendants. Si je considère un troisième croisement où nous avons croisé le double hétérozygote de la F1 avec un double homozygote récessif, c'est toujours un cas de test cross, mais les proportions vont être différentes. Comme vous le voyez, il va y avoir deux phénotypes qui sont majoritaires et deux phénotypes qui sont minoritaires. Ces phénotypes minoritaires représentent un pourcentage P qui sont des phénotypes recombinés. Et là, on va tirer la conclusion qu'il s'agit de deux gènes partiellement liés. Vous avez aussi vu un autre type de croisement où on a considéré un cas de codominance pour un gène et une dominance absolue pour l'autre gène. C'est le cas d'une F2 où on a croisé un double hétérozygote avec un double hétérozygote et on a trouvé 6 phénotypes avec les proportions 6 16e, 3 16e, 3 16e, 2 16e, 1 16e, 1 16e, où on a considéré que les deux gènes sont indépendants. Existe-t-il d'autres types de croisements avec le double hétérozygote qui permettent de déterminer si les deux gènes sont indépendants ou liés partiellement? On va partir des résultats de deux croisements pour vous montrer la méthode de résolution progressive afin de déterminer le mode de transmission de deux gènes, c'est-à-dire déterminer d'une part la relation entre les allèles pour chaque gène et d'autre part la localisation de ces deux gènes. Et là, je vous donne un conseil. Pour résoudre un problème génétique, il ne faut jamais apprendre par cœur les proportions théoriques, mais plutôt il faut d'abord commencer par identifier le type de croisement et à partir des résultats pratiques, déterminer les types et les proportions des gamètes
produit par le double hétérozygote, c'est-à-dire le type de brassage. Pour cela, je vais vous proposer deux énoncés. Je commence par l'énoncé 1, qui comporte 3 croisements. Je vais expliquer les résultats et chercher les génotypes des individus croisés. Je commence par le premier croisement. P1 est une drosophile à corps gris et P2 une drosophile à corps noir. Donc pour le premier caractère, couleur du corps. Quant au deuxième caractère, il s'agit de l'aspect des soies. Le parent P1 est à soie courte et le parent P2 est à soie normale. Donc il s'agit bien d'un dihybridisme. Le premier caractère, donc là, est contrôlé par un couple d'allèles et le deuxième caractère est contrôlé par un deuxième couple d'allèles. Là, on va essayer de déterminer, à partir de l'analyse de ce premier croisement, la relation entre les deux allèles de chaque gène et, si c'est possible, la localisation des deux gènes. Alors, le résultat de cette descendance montre une descendance appelée F1 qui est homogène. Et on constate que les deux parents diffèrent par les deux caractères. Ils n'ont pas le même phénotype. La première conclusion à partir de la première loi de Mendel, que les deux parents, lorsqu'ils diffèrent par les deux caractères et qu'ils donnent une descendance homogène, que ces parents sont bien purs. Et la descendance F1 obtenue est formée par des individus tous doubles hybrides. Et là, le fait qu'on n'a pas précisé le phénotype de cette descendance, on ne peut pas déterminer la relation entre les allèles, ni la localisation des deux gènes. Passons au croisement 2. Des mâles de la F1 croisés avec des femelles de la F1 donnent une F2 formée de 250 drosophiles qui sont à corps gris et à soie courte, 250 à corps noir et soie normale et 500 à corps gris et soie normale. Là, il s'agit bien d'une descendance qui va être hétérogène, mais dans notre cas, si les deux gènes étaient indépendants, nous avons vu que dans le cas d'une F2, on doit trouver 4 phénotypes de proportion 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Et là, les phénotypes sont différents de point de vue nombre et proportion. Mais ça nous rappelle les proportions donc, de F2 d'un cas de monohybridisme avec les proportions 1 quart, 1 quart et 1 demi. Et là, on va déduire que les deux gènes sont par conséquent liés. Et puisqu'il s'agit d'un cas de drosophile, je rappelle que les mâles de la drosophile n'effectuent pas de crossing over et par conséquent, on ne peut pas déterminer la relation de cette liaison, s'il s'agit d'une liaison totale ou une liaison partielle. Mais à partir de ce croisement, puisqu'on n'a pas pu déterminer ni les phénotypes des individus doubles hybrides de la F1, ni leur génotype, ainsi que la relation entre les allèles de chaque gène. Et là, on va essayer de voir, d'après la descendance, on a trouvé pour le premier caractère, la couleur du corps, que la couleur grise présente des proportions 3 quarts, alors que le phénotype qui est noir présente une proportion de 1 quart. Et ces proportions nous rappellent bien le résultat d'une F2 dans le cas de monohybridisme avec un cas de dominance absolue. Donc là, on va poser un couple d'allèles qui représente d'une part la couleur grise que je vais noter grand G, lettre majuscule, dominant, et la couleur noire par une lettre minuscule. Donc grand G domine petit n. Concernant le deuxième caractère, on a observé là des soies courtes avec des proportions 1 quart et des soies normales avec des proportions 3 quarts. Aussi, ça nous rappelle le résultat d'une F2 dans le cas du monohybridisme
avec dominance absolue. Donc, on va choisir pour le deuxième caractère, il va être contrôlé par un couple d'allèles noté grand N pour désigner l'allèle normal et petit c pour désigner les soies courtes. Et par conséquent, grand N domine petit c. Donc, je résume à partir de ce croisement. On a bien montré qu'il s'agit bien d'un dihybridisme et un résultat d'une F2 qui est hétérogène et qui va nous permettre de déduire la localisation des deux gènes et d'autre part, la relation de dominance absolue pour les deux gènes. Passons au troisième croisement. Et là, on va observer que le croisement d'un mâle à corps noir et soie courte, qui sont les allèles récessifs, donc petit n, petit c, un mâle, son phénotype, croisé avec des femelles de la F2 de phénotype dominant grand G, grand N. Et là, on remarque, nous avons un croisement d'un individu à phénotype dominant pour les deux caractères avec un individu qui est un double récessif. Et là, on va déduire qu'il s'agit bien d'un test cross. On remarque que ce test cross a fourni 4 phénotypes, mais de proportions différentes qui sont représentés par deux phénotypes majoritaires qui sont bien des phénotypes parentaux et deux phénotypes minoritaires qui sont les phénotypes recombinés. Et par conséquent, on va déduire que les gènes sont liés partiellement. Et on peut même calculer le pourcentage P de recombinaison qui est égal dans ce cas à 1 huitième plus 1 huitième, ça nous donne 1 quart. Donc, c'est bien P 25%. Donc, dans le cas d'un test cross où on a trouvé un pourcentage P égale 25%, on a constaté que la descendance, elle est bien hétérogène et ça va nous déduire que cette liaison, elle est bien partielle. Passons à l'énoncé 2. Alors là, on va croiser deux lignées pures de poids, l'une à tige longue et l'autre à tige courte. Tous les individus de la première génération sont à tige longue. Que pouvez-vous déduire de ce croisement? Donc, je commence par l'analyse de ce croisement. On va déduire que les parents diffèrent par un seul caractère. Donc, il s'agit bien d'un monohybridisme. Les deux parents sont de lignée pure et en plus, ils diffèrent par ce caractère et ils ont donné une descendance F1 qui va être homogène. Cette descendance F1, d'après la première loi de Mendel, va nous permettre de déduire que ces individus sont des hybrides et que le phénotype de ces hybrides est un phénotype à tige longue. Donc, ça nous rappelle bien le phénotype parental. Il s'agit, dans ce cas, d'une relation de dominance absolue. Et toujours, on peut choisir un couple d'allèles où on va mentionner avec une lettre majuscule l'allèle dominant, long, et par une lettre minuscule l'allèle récessif, courte. Avec L domine petit c. Donc là, vous avez bien un monohybridisme. Passons au deuxième croisement. Et là, on va constater que le croisement entre deux plantes de pois issues de deux graines qui sont rondes pour un caractère et l'une, elle va être longue et l'autre à tige qui est courte. Donc là, vous avez le dihybridisme et deux caractères qui sont graines rondes. Donc ça veut dire l'aspect des graines. Et le deuxième caractère, c'est la taille des tiges. Alors, le croisement 2 donne
une descendance qui est bien hétérogène et qui va être formée par 4 phénotypes de proportion 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième, 1 huitième, qui nous rappellent les proportions que nous avons vues dans le troisième croisement de l'énoncé 1, où nous avons mentionné que les deux gènes étaient liés partiellement. On va voir, est-ce que dans ce cas, on peut dire qu'il s'agit de deux gènes aussi liés partiellement? Alors, à partir de ce croisement, déjà, on sait dans le croisement 1 qu'il s'agit d'un cas de dominance pour le caractère langue par rapport à tige courte. Donc, voyons maintenant pour le caractère aspect des graines. Les deux parents présentent le même phénotype graines rondes et ils ont donné une descendance formée par des graines ridées. L'apparition de ridés va nous permettre de déduire que c'est un phénotype récessif. Et là, on va déduire que les parents qui sont croisés à graines rondes sont bien des hybrides et qu'il s'agit d'un cas aussi de dominance absolue pour aussi les deux allèles qui contrôlent ce caractère. Alors, on va poser le couple grand R pour désigner graines rondes et petit r pour désigner graines ridées, avec grand R domine petit r. Alors, dans ce croisement, nous avons les phénotypes des parents, un parent que je vais appeler P1 de phénotype, graines rondes et tiges longues, croisées avec un deuxième parent de phénotype aussi ronde et tiges courtes. Et la descendance, elle est bien hétérogène. Alors, essayons d'identifier le type de croisement. Un parent qui présente un allèle dominant pour le premier caractère et l'allèle dominant pour le deuxième caractère. Donc, c'est un phénotype dominant. Et le deuxième parent présente pour le premier caractère un phénotype dominant, mais pour le deuxième caractère, un phénotype récessif. Donc, ce croisement n'est ni un test cross, ni une F2. Alors, comment, à partir de ce type de croisement, peut-on déterminer la localisation des deux gènes? Pour cette raison, on va partir d'une hypothèse. Les deux gènes sont indépendants et on va essayer de séparer les deux caractères et voir quel est le résultat obtenu. Pour le premier caractère, nous avons un individu à graines rondes croisé avec un parent à graines rondes. Et la descendance obtenue nous donne 3 huitièmes plus 3 huitièmes, donc 3 quarts de phénotype dominant R et 1 quart, c'est-à-dire 1 huitième plus 1 huitième, de phénotype récessif ridé. Donc, c'est bien le résultat d'une F2 dans le cas du monohybridisme. Donc, les parents croisés sont bien des hybrides. Et leur génotype, c'est R sur petit r. L'autre parent est aussi de même génotype. Pour le deuxième caractère, nous avons un parent à caractère dominant lent croisé avec un parent de phénotype récessif petit c. Et là, on a observé que dans la descendance, on a trouvé un demi qui sont de phénotype dominant grand L et un demi de phénotype récessif petit c. Alors, dans le croisement, nous avons un parent de phénotype dominant et un parent de phénotype récessif. Donc, c'est bien un test cross. Et ce test cross a fourni une descendance hétérogène de proportion 1,5, 1,5. Donc, le parent de phénotype dominant est bien un hybride. Alors, nous avons deux résultats. D'une part, pour le premier caractère, le croisement de deux hybrides qui donne une F2
Et pour le deuxième caractère, le croisement d'un hybride à phénotype dominant avec un individu de phénotype récessif, c'est un test cross. Et on a supposé que les deux gènes sont indépendants. Donc, voyons maintenant si on va étudier parallèlement les deux caractères et voir si notre hypothèse est correcte. D'après la troisième loi de Mendel, le résultat d'un dihybridisme, ça sera le produit des deux monohybridismes. Et là, on va observer qu'on trouve théoriquement un premier phénotype où on va multiplier le phénotype du premier caractère rand avec le caractère lang. Et on va trouver par conséquent, d'après les proportions, 3/8 qui sont phénotypiquement grand R, grand L. Deuxième phénotype, on va trouver 3/8 qui sont grand R, petit c, et 1/8 qui vont être petit r, grand L, et un quatrième phénotype, 1/8 petit r, petit c. Et vous voyez bien qu'on a bien trouvé les proportions qui sont mentionnées dans l'énoncé. Donc, résultats pratiques et résultats théoriques sont bien conformes. Donc, l'hypothèse de deux gènes qui sont indépendants est bien vérifiée. Et là, si je résume, nous avons vu que dans le premier énoncé, un type de croisement qui a fourni une descendance hétérogène. Cette descendance hétérogène a donné deux phénotypes parentaux majoritaires et deux phénotypes recombinés minoritaires avec des proportions qui sont 3/8, 3/8, 1/8, 1/8, où nous avons trouvé que ce résultat est bien un test cross et que ce test cross a donné une descendance, comme je viens de le dire, hétérogène de proportion 3/8, 3/8, 1/8, 1/8, avec un pourcentage P égale 25%. Par contre, dans le deuxième énoncé, où nous avons vu un croisement qui représente d'une part pour un caractère un résultat d'une F2 ronde avec rang et pour le deuxième caractère un test cross. Ce résultat donne aussi une descendance hétérogène, donc c'est la partie commune entre les deux énoncés avec les mêmes proportions. Mais dans ce cas, on a montré que les deux caractères étudiés parallèlement nous permet de déduire que les deux gènes sont indépendants. Par contre, dans le premier énoncé, on a bien montré que les deux gènes sont liés partiellement. Et là, vous voyez que à partir de deux types de croisement, on a bien trouvé les mêmes proportions, mais les localisations des deux gènes sont bien différentes. Et là, je vais reprendre le conseil que j'ai mentionné au début de cette séquence. Alors, pour résoudre un exercice de génétique, il ne faut jamais apprendre par cœur les proportions théoriques, mais plutôt il faut d'abord commencer par identifier le type de croisement et à partir des résultats pratiques, on va déterminer, dans notre cas, puisqu'on a choisi le cas de deux gènes qui sont soit liés partiellement, soit indépendants. Donc, on va, à partir des résultats pratiques où on a trouvé une descendance hétérogène qui présente des phénotypes recombinés qui, à partir de leurs proportions, vont nous permettre de déterminer les types de gamètes et les proportions qui sont produits par le double hybride, puisque dans notre cas, nous avons
au moins la présence d'un double hybride dans le croisement, parce qu'on est en train de comparer deux résultats où il y a les mêmes proportions, mais la localisation des deux gènes est différente. En conclusion, on est parti de deux exemples de croisement qui ont donné un même résultat pratique avec les proportions 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième et 1 huitième, où on a montré que la localisation des deux gènes est différente, d'où l'importance du conseil que je vous ai proposé. Il ne faut jamais déduire une localisation des gènes directement à partir des proportions sans bien lire l'énoncé et identifier le type de croisement, puis à partir des résultats pratiques, déterminer les types de gamètes produits par le double hybride, c'est-à-dire revient à déterminer son génotype. Et voilà, merci de votre attention.